Alors, Hugues, je ne sais pas si on a déjà reçu des questions pendant le direct. Alors, pour l'instant, encore aucune question. Elle était assez complète, apparemment. Alors, en attendant, moi, j'en ai quand même deux petites à poser. Ce sont des questions qui sont assez récurrentes. Chaque année, on nous les pose et je pense que ça peut être intéressant d'y répondre. Alors, la première, je suis parent d'élève, j'ai un enfant qui est déjà dans l'école. Est-ce que ça va jouer en termes de priorité? Alors, effectivement, quand on parle des indices composites, quand on parle des priorités au niveau de l'école, la fratrie est une des priorités. Et donc, on peut dire que si un frère ou une sœur est déjà dans l'école, eh bien, l'élève est quasiment certain de pouvoir être inscrit ici en première année l'an prochain. Alors, deuxième question, pas des moindres. Mon enfant a un meilleur ami en 6e primaire. Va-t-il pouvoir être dans la même classe si je en fais la demande simplement lors de l'inscription? Alors, c'est quelque chose qui revient chaque année. Vous avez pu remarquer dans la présentation, on a insisté sur le caractère difficile de ce passage de primaire en secondaire. Et il est clair que pouvoir se reposer sur un meilleur ami quand on arrive dans un nouvel environnement, on considère que c'est quelque chose d'important. Et donc, à partir du moment où une demande est faite pour être avec une personne et que cette demande est mutuelle, c'est-à-dire qu'un élève demande pour être avec son meilleur copain et ce meilleur copain indique aussi lors de son inscription qu'il veut être avec lui, eh bien, si la langue choisie est la même, et aussi si un élève est en immersion, si les deux sont en immersion ou les deux ne sont pas en immersion, alors on peut vous garantir à 99% que les deux élèves seront dans la même classe pour les 2 premières années. Donc il est clair que première et deuxième année, comme on vous l'a dit, les groupes classes restent les mêmes. À partir de la 3e année, les choix d'options, bien là, les groupes commencent à évoluer. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Alors, les dates des portes ouvertes. Donc ça, en fait, je vous invite à surveiller le site de l'école parce que tout va dépendre des mesures sanitaires qui vont être mises en place. On voulait travailler cette année avec une école ouverte il y a quelques semaines, un vendredi soir, en fin de journée, vous accueillir, vous permettre de vivre un petit peu ce qui se passe dans les classes et dans un deuxième temps, plutôt autour du mois d'avril, du mois de mai, de vous accueillir pour vous montrer les réalisations des élèves. Forcément, tout ça est un petit peu en suspens. Et je vous avoue, ça fait 2 ans finalement qu'on vit ça. On essaie de ne pas trop se projeter. Vous annoncez des choses, les annuler après. On vous les annoncera suffisamment tôt via le site de l'école, via la page Facebook. Dès que les visiteurs extérieurs seront de nouveau autorisés à venir dans l'école, eh bien, on essaiera aussi de vous inviter pour des visites en petits groupes de l'établissement. J'espère forcément avant le 11 mars et la date de clôture des inscriptions. Mais même si ça peut rassurer votre enfant, si vous avez, quoi qu'il arrive, décidé de l'inscrire chez nous, de venir visiter l'école d'ici la fin de l'année, eh bien c'est quelque chose qu'on va vraiment essayer d'organiser, parce que je pense que c'est important de nouveau partir en vacances serein, en se disant, ben voilà, quand on va rentrer le 29 août, je vous le rappelle, eh bien, je me plairai bien dans l'école où je vais aller. Alors, autre question, il y a des écoles dans la région qui proposent l'immersion anglais, des écoles primaires. Et donc la question c'est, eh bien, est-ce qu'on peut proposer aussi une immersion en anglais, ou en tout cas une activité complémentaire en anglais, style conversation, en première? Alors, par rapport à ces cours de langue, donc le choix qui a été fait il y a quelques années ici à l'IPAS de Tubil, c'était d'organiser de l'immersion en néerlandais. Une des difficultés, c'est d'avoir des enseignants dont c'est la langue maternelle. Donc, c'est ce qu'on a ici. La proximité de la Flandre aide aussi à avoir donc, ces cours de néerlandais, les cours d'histoire et les cours de géographie, ainsi que les 2 heures de conversation qui sont donnés par des professeurs qui forcément maîtrisent à 100% la langue. Au niveau des cours d'anglais, eh bien, dans une école secondaire, en tout cas pour nous, à l'époque, il a été jugé utile de trouver des professeurs qui sont ce qu'on appelle native speakers pour assurer une immersion. Maintenant, effectivement, un élève qui vient du primaire en immersion anglais, et je pense effectivement à Cheval-Bayard, à Clabec, si on veut parler d'une école ici tout près, au départ, on n'aura plus cette organisation de conversation anglais en première et en deuxième. Alors, chaque fois qu'on doit supprimer quelque chose, eh bien, ça fait un manque pour les gens qui étaient intéressés, mais la vie est faite de choix et on a préféré pouvoir vous proposer quelque chose qui était clair, qui avait du sens, plutôt que de se trouver devant certaines difficultés d'organisation, comme on a pu les vivre ici en début d'année, pour justement faire fonctionner tous ces groupes ensemble de façon très sereine. Alors toujours l'immersion, cette fois-ci l'immersion en néerlandais, donc il y a des questions. Différence entre la grille normale, entre guillemets,
et les cours donnés en néerlandais pour histoire, géo et conversation. Donc, je vais essayer de vous répondre au mieux, mais ce ne sera en aucun cas aussi bien que via la petite vidéo que vous allez pouvoir découvrir sur le site internet faite par les enseignants pour l'immersion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les cours d'histoire et de géographie sont donnés en néerlandais pour les élèves qui choisissent la grille d'immersion, mais le programme pour le CE1D est le même, qu'on soit en immersion ou pas. Ça veut donc dire que pour ce cours d'histoire et de géographie, les premiers mois en première année, eh bien forcément, vont peut-être être un petit peu plus lents au niveau de la matière, tout simplement parce qu'on va devoir, au niveau des élèves, acquérir un certain vocabulaire. C'est pour ça qu'on a ces 2 heures de conversation en plus pour aider les élèves à maîtriser ce vocabulaire spécifique, notamment les cours d'histoire et de géographie. Mais il est clair qu'au bout de quelques mois, les élèves suivent le cours de néerlandais, d'histoire et de géographie en néerlandais sans presque se rendre compte qu'ils ne sont pas en français. Tout simplement parce que les professeurs, sans parler français, utilisent différentes techniques qui leur permettent justement de comprendre la question. Donc il n'y a pas de traduction. Il faut bien comprendre qu'en histoire, en géographie, en néerlandais, on ne parle qu'en néerlandais. Donc ça c'est important. Mais pas de crainte pour les parents. Les quelques mois avant le CE1D, les profs reviennent aussi avec le vocabulaire en français pour bien le structurer pour les élèves, puisque les questions sont en français au CE1D. Et si ça peut rassurer les parents, au niveau des taux de réussite du CE1D, eh bien, on a de très bons taux de réussite de CE1D pour nos élèves qui suivent l'immersion en néerlandais ici dans l'école. Merci. Alors encore une question ici. Alors une question bien qu'on connaît bien sur les aménagements raisonnables. Ouais. Alors est-ce qu'on met en place des aménagements raisonnables? Bien oui, déjà c'est la voie. Je vais donner une première partie de réponse. Ici on n'a pas le choix. De toute façon, c'est avec plaisir qu'on le fait. On a de plus en plus d'élèves qui en ont besoin. Donc, une maman nous demandait ici si des aménagements type Arial, police, etc., pour des élèves dyslexiques, on en tenait compte, mais bien sûr, on ne tient pas compte que de ça d'ailleurs. Donc, des enfants qui ont un suivi logopédique ou autre, qui souffrent de difficultés d'apprentissage, seront suivis durant tout le long de leur scolarité. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Ben, moi, je compléterai en disant qu'on a vraiment une accélération de ce process sur les dernières années. Je pense que quand on parle d'élèves dyslexiques, pour des gens qui ne sont pas impliqués, c'est parfois pas clair. C'est-à-dire, voilà, quelles sont les difficultés de l'élève, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a besoin de plus de temps. C'est quelque chose qui est, même pour les enseignants au départ, dans la formation initiale des enseignants, c'est très peu abordé ces difficultés. Et on a vraiment toute une série d'enseignants ici dans l'école qui ont pris le problème à bras le corps. On a remis des procédures en place pour vraiment les accompagner. On a imposé certains modèles au niveau aussi donc des examens, des interrogations, des notes de cours. Et donc, tout est fait pour pouvoir aider les élèves. On a un suivi par rapport à leur thérapeute via donc, les plans individuels d'apprentissage qui sont automatiquement ouverts pour les élèves qui présentent des difficultés type 10. Et donc, vous allez voir que si c'est le cas de votre enfant, lors de l'inscription, vous allez aussi recevoir un document à remplir directement pour que dès les premiers jours ici dans l'école, tous les enseignants soient au courant des difficultés rencontrées par l'élève et puissent vraiment au mieux l'aider à surmonter. Donc, que ce soit clair, et je pense que les parents concernés le vivent tous les jours, on ne guérit pas d'une... Ce n'est pas une maladie, c'est une difficulté physiologique qu'on a en soi. Et ce qu'on fait au niveau de l'école, c'est qu'on apprend à contourner les difficultés. On met en place des éléments qui permettent à l'élève finalement de minimiser les difficultés qu'il rencontre, parce que finalement on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout un problème d'intelligence, de connaissance ou de capacité, mais c'est vraiment un problème d'outils de communication. Pour beaucoup, l'écrit est une difficulté, donc on essaye pour certains de basculer vers l'oral. Je clôturerai parce que je pense que si des parents sont vraiment intéressés par cet aspect-là, ce sera en discutant avec les professeurs et l'éducateur de leur enfant qui pourront donner précisément les difficultés de leur enfant. Mais il faut bien se dire, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, on a 24 élèves par classe. Et donc on est attentif pour pouvoir mettre en place des choses pour le plus grand nombre, mais on parle bien d'aménagement raisonnable. Et donc je pense que les gens doivent comprendre que tout n'est pas faisable, mais qu'on sait déjà faire énormément de choses. Je pense qu'on a fait le tour. Je rajouterais simplement sans stigmatisation non plus. Oui, c'est clair. Et c'est important parce que le CE1D propose également des aménagements raisonnables.
Donc, il est clair que par rapport à ça, c'est ce qu'on a vraiment comme les motifs à l'école. Quand on met en place un aménagement raisonnable qui aide certains élèves 10, en fait, ça ne peut pas faire de tort aux élèves qui ne le sont pas. Et donc, on préfère donner la même police de caractère, les mêmes espacements et les mêmes facilités à tout le monde. Et en même temps, ça ne stigmatise pas effectivement les élèves qui présentent des difficultés. Une nouvelle question concernant l'immersion, bien l'immersion. Alors, si ça ne va pas en immersion, l'élève peut-il quitter l'immersion en cours? Alors, la réponse, si on veut faire simple, ce serait oui, mais j'ai envie de la nuancer parce que c'est quand même important. L'immersion, quand on vous l'a dit, et vous allez le retrouver dans la vidéo de présentation, ça doit être un choix de l'élève aussi, pas uniquement un choix des parents. Parce qu'il ne faut pas mentir aux gens, ça demande un investissement, peut-être qui est plus important, en tout cas au début, et un travail, notamment via l'étude du vocabulaire spécifique, etc., qui est peut-être plus important dans les premiers mois. Et donc, certains élèves peuvent présenter des difficultés au début par rapport à ça. Et on leur demande et on constate, depuis qu'on a mis en place l'immersion, de faire l'effort au départ, de ne pas baisser les bras trop vite parce qu'on se rend compte qu'au bout de 1, 2, 3 mois, eh bien, finalement, les élèves ont pris le pli et ça se passe toujours très bien. Et donc, si on se rend compte qu'il y a des grosses difficultés, on ne mettra pas en danger la réussite du CE1D de l'élève, mais on essaiera de quitter éventuellement l'immersion à la fin d'une année scolaire. Et donc, on va privilégier le fait de passer de l'immersion à une grille classique en fin de première, ou en fin de deuxième, ou en fin de troisième, plutôt qu'en plein milieu d'une année scolaire. Il faut savoir que dans la création des groupes classes, eh bien, forcément, si l'élève est en immersion ou pas, ça a un impact dans la création de la classe. Et ça peut impliquer aussi un changement de groupe. Et donc, quand on dit qu'on assure qu'un élève va rester avec les mêmes professeurs et les mêmes copains pendant 2 ans, attention, s'il y a un changement au niveau de ce choix, type immersion, là, on ne peut plus le garantir. Ok, donc ça veut dire que ici, ce ne serait pas idéal, il y aurait peut-être un changement de l'ensemble de ces professeurs, en tout cas d'une bonne partie de ces professeurs. C'est pour ça qu'on préfère éviter de le faire, en tout cas en cours d'année. Mais je rappelle, il est hors de question de mettre en danger la réussite de l'élève pour s'accrocher à tout prix à l'immersion. Toujours une question ici concernant la répartition des classes en immersion. Combien de classes y a-t-il en immersion? Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a une limite, je dirais. On peut accueillir un maximum de 48 élèves en immersion. Donc, si on fait un rapide calcul avec des classes de 24, on pourrait se dire 2 classes de 24. C'est un tout petit peu différent. On travaille avec des demi-groupes. Et donc, nous avons 4 classes qui sont composées de 12 élèves en immersion et 12 élèves qui ne sont pas en immersion. Et les classes travaillent en parallèle pour les cours qui sont liés à l'immersion. Donc, si on a les cours d'histoire, de géographie ou les cours de langue, eh bien, je prends cet exemple, j'espère qu'il sera parlant pour tout le monde. Pour ces cours-là, eh bien, les élèves d'immersion de A vont rejoindre les élèves d'immersion de B dans un groupe classe pour histoire, géographie et anglais. Dans le même temps, les élèves non-immersion de A vont rejoindre les non-immersion de B pour ces mêmes cours. En dehors de ça, français, mathématiques, sciences ou autres, les élèves de A restent ensemble, les élèves de B restent ensemble. On s'est rendu compte ces dernières années que cette mixité au niveau des profils d'élèves dans les classes est très favorable à l'apprentissage des élèves. Et si je choisis d'inscrire mon fils en immersion et qu'il n'y a pas de place en immersion? Alors, ce qui est certain, c'est que quand vous inscrivez votre enfant à l'école, vous choisissez d'abord une école. Et donc, si on n'atteint pas le nombre de 168 inscriptions, eh bien, vous serez inscrit dans l'école. Donc, voilà, votre élève fera partie d'une des 7 classes de l'école. Par rapport à l'immersion, eh bien, c'est le même principe. Si on a moins de 48 demandes, toutes les demandes pourront être honorées. Si on a plus de 48 demandes, alors nous attendrons le mois d'avril avec le classement de la Syrie pour simplement suivre ce classement. Et les 48 premiers classés ayant choisi l'immersion auront une place en immersion. Donc l'école n'a absolument pas la main sur ce choix et sur la désignation des élèves qui le suivent ou pas. Et donc, on peut tout à fait se dire, on a 50 élèves qui ont choisi l'immersion et donc 2 ne pourraient pas le suivre. Et attention, parce que ça veut dire que votre choix est fait et vous devriez désinscrire à ce moment-là votre enfant et il se retrouverait peut-être en liste d'attente dans une autre école. Donc on fait vraiment un choix d'école en espérant bien évidemment qu'il y ait une place pour l'immersion. Si je prends l'exemple de l'année passée, eh bien l'année passée, nous n'avons pas refusé d'élèves en immersion. Alors, une nouvelle question ici, peut-être quelqu'un qui a pris la présentation en cours. Comment inscrire en première année, quand et comment?
Alors, comment inscrire point commun? J'insiste, et ça a fait sourire M. Opezzi pendant toute la préparation de cette présentation, rien ne sert de courir. Donc, le critère chronologique n'est pas un des 7 critères qui va entrer en ligne de compte par rapport à ce calcul d'indice composite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vu les mesures sanitaires en place, on ne va pas laisser libre accès à l'école. Simplement, tiens, ça tombe bien, je passe devant, je vais venir inscrire mon enfant. On va vous demander de prendre rendez-vous. Donc, quand prendre rendez-vous? À partir du lundi 31 janvier. Les informations pour la prise de rendez-vous sont reprises dans cette présentation, donc elle sera accessible sur le site de l'école, et on va clairement l'indiquer aussi pour que ce soit facile pour vous pour retrouver le numéro de téléphone. Vous pouvez, si vous souhaitez, passer à l'accueil de l'école pour aussi prendre ce rendez-vous, si c'est plus facile pour vous que de passer un coup de fil. Alors, ces rendez-vous, vous allez les prendre pour une période allant du 14 février au 11 mars. Donc, que vous ayez rendez-vous, comme je l'ai dit, le 14 février ou le 10 mars ou le 11 mars, ça n'aura pas d'impact sur le classement de votre enfant. Et donc, prenez un rendez-vous dans les horaires qui vous conviennent par rapport à votre travail, par rapport à vos activités, par rapport aux activités de vos enfants. Nous prendrons le temps de vous accueillir à l'école. Donc, important pour venir à l'école, ne pas oublier le formulaire unique d'inscription qui a été remis à l'école primaire. Bien prendre toutes les cartes d'identité de la personne qui est inscrite, de l'enfant, parce qu'on a déjà encodé pas mal d'informations. Alors, on pourrait nous dire, oui, mais ces informations-là, on peut les donner plus tard, mais c'est important que dès que vous faites un pas vers nous pour l'inscription, on puisse avoir des coordonnées de contact pour, si jamais il y avait des questions supplémentaires à poser ou des précisions, pouvoir revenir vers vous. Donc, une fois que vous êtes venu, comme je l'ai dit, nous avons les administratifs, Mme Agostinaccio, Mme Deroux, M. Méo, qui vont prendre le temps de vous accueillir, de répondre aussi à vos dernières questions, d'effectuer les démarches informatiques, cette fois-ci sur le site de la CIRI, qui gère vraiment toutes les inscriptions au niveau de toutes les écoles. Par exemple, ils vont encoder votre adresse et vous demander de localiser sur un système de cartes exactement l'endroit où on habite pour valider, parce qu'on sait que la distance entre le domicile et l'école est un des critères au niveau de l'attribution de l'indice. Mais voilà, donc vous allez venir, vous faites votre démarche. Ce qui est important, c'est forcément de ne pas venir le 11 à 5 heures du soir, parce que là, les inscriptions seront clôturées. Donc l'école, on va recevoir les parents pendant les heures d'ouverture. En général, on va vous communiquer là-dessus lors de l'inscription et la prise de rendez-vous. On essaie d'assurer une permanence aussi sur un samedi matin. Parfois, c'est plus facile pour certains parents. On essaie aussi d'avoir l'une ou l'autre soirée. Et donc ça, on va valider, nous, les administratifs, pour savoir qui est ici à l'école pour vous accueillir en dehors de ces heures d'ouverture classiques. Ce qui est certain, c'est qu'en dehors des heures d'ouverture classiques, là, on pourra vous accueillir à chaque fois. Alors, autre question, s'il n'y a plus de place à l'IPES et que j'avais mis le deuxième choix comme école l'IPES, il y a une place qui se libère, est-ce que je vais être prioritaire? Donc, ce qui se passe, c'est que forcément, ce qui est important, et je l'ai dit, c'est de faire un choix qui vous semble convenir à votre enfant. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a que l'IPES de Tunis qui est la meilleure école de la région. Dans toutes les écoles, on trouve d'excellents professeurs. Une école peut convenir à un enfant et ne pas convenir à un autre enfant. Et personne d'autre que vous ne connaissez mieux votre fils ou votre fille. Maintenant, vous allez faire un choix. On vous demande de faire un premier choix, qui sera peut-être l'IPES de Tunis, et puis d'encoder un deuxième, troisième, quatrième choix sur le volet confidentiel. Alors, c'est clair que si l'IPES de Tunis est une école qui est complète, à ce moment-là, on aura déjà une liste d'attente avec des parents qui ont mis leur enfant en premier choix. Et là, c'est la CIRI qui va gérer cette liste d'attente. Et donc, est-ce que votre enfant, s'il n'a pas d'école de place dans son premier choix, va se retrouver 169, 170e, 180e ici à l'école? Ça, moi, je n'en sais rien. C'est vraiment la CIRI qui gère. Si maintenant notre école n'est pas complète, alors à ce moment-là, directement, il vient et il obtient une place en ordre utile pour pouvoir nous rejoindre l'année prochaine dans l'établissement. Mais c'est, voilà, essayez de faire le meilleur choix possible dans votre premier choix. Et forcément, dans les indices, il y a un coefficient qui change si c'était votre école de premier choix, de deuxième, de troisième ou de quatrième. Et donc, c'est clair que votre position dans le classement de l'IPES de Tunis, elle sera moins avantageuse si on est votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième choix que si on est votre premier choix.
Alors ici, un parent inquiet. On parle beaucoup de harcèlement, hein, et on y est très sensible également. Et donc, un parent qui se demandait, tiens, est-ce qu'il y a un espace qui est donné pour les premières et deuxièmes? Voyez-vous du positif au niveau des classes et couloirs? Alors, nous, on était persuadés en fait de l'importance de cette transition première-deuxième. Ces élèves qui sont les grands dans leur petite école et qui deviennent les petits dans la grande école. Et le fait d'avoir créé une zone premier degré, donc l'année dernière, on avait les premières qui avaient leur classe dans un des couloirs de l'école. Cette année, ces élèves sont passés en deuxième et sont passés dans le couloir d'à côté. Et donc, on a vraiment ces deux couloirs qui sont réservés, je dirais, à nos élèves de première et de deuxième. Ça évite déjà pas mal de contacts avec les grands, peut-être des soucis qui pourraient arriver. Contact rassurant. Oui, contact rassurant. Les éducateurs de première et de deuxième sont dans ces deux couloirs. Et donc, clairement, on est vu tout le temps sur ce qui se passe au niveau des couloirs. Le contact passe super bien. Je fais le petit clin d'œil sur le petit film qui a commencé la présentation. C'est une des éducatrices justement du premier degré qui a pris ça en main et je la remercie. Et vous voyez le petit commentaire des élèves en fin de vidéo, ça vous montre tout de suite, voilà, ils vont vers les élèves, tout se passe bien. Le harcèlement, nous, on a décidé de le combattre de plusieurs manières. On entend beaucoup aussi du cyberharcèlement. C'est clair que je vais parler de moi, c'est ce que je sais faire, parce que je sais ce que j'ai traversé quand j'avais l'âge de ces enfants. J'avais pas de GSM en fait. Et donc, quand j'avais un petit souci à l'école, et ça peut arriver à tout le monde, quand je quittais l'école et que j'arrivais à la maison, ce souci, il me laissait tranquille jusqu'au lendemain matin. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, Instagram, Facebook ou autres, et je sais que je suis plus du tout à jour et qu'il y a encore sans doute d'autres groupes, les élèves, en fait, ils ont tout le temps sur le dos ces commentaires et autres quand ça se passe pas bien. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est super ces réseaux sociaux quand c'est bien utilisé. Mais il y a des dérives. Et c'est pour ça qu'on a trouvé important de mettre en place ces activités. Alors, je ne sais pas si, Sophie, vous voulez peut-être en dire un mot en plus, parce que je sais même que vous avez vraiment suivi de plus près encore la mise en place de toutes ces alors c'est clair, hein, par rapport aux activités, l'activité critique média n'est pas là pour rien, donc ça a été expliqué à travers notre présentation. Mais également, justement, pouvoir s'approprier les réseaux sociaux un peu mieux, parce qu'on sait qu'ils ne manient pas toujours bien et s'exposent parfois à de gros problèmes, que ce soit à l'école ou même à l'extérieur. Et je veux dire que malgré ces activités, on découvre encore chaque année des situations de harcèlement ou autres. J'ajouterais également que dans le cas toujours du harcèlement, nous sommes très vigilants. Et lorsqu'on est face à une situation de harcèlement, si ça devient compliqué à gérer pour nous, on n'hésite pas à faire appel au médiateur scolaire qui vient quelquefois dans notre école. Ça peut être pour du harcèlement, ça peut être pour du décrochage scolaire également. Alors, par rapport à cette lutte-là, moi j'ajouterais aussi un élément où on n'y a pas pensé au départ, mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien, c'est qu'on essaye d'avoir un contact le plus direct possible entre les éducateurs référents et la famille. Donc, quand vous voulez contacter l'école, vous savez qui contacter. Comme j'ai mis dans la présentation, cette année, Madame Boursois gère les élèves de première année. Eh bien, elle a son adresse mail directe. Et donc, dès qu'il y a quoi que ce soit à la maison, vous lui envoyez un petit mail, vous téléphonez à l'école et vous demandez pour parler à Madame Boursois. Et elle est avertie de ce qui peut se passer et elle peut réagir. De la même manière, quand il se passe quoi que ce soit à l'école, eh bien, plutôt que d'attendre, d'envoyer un mail, etc., nos éducateurs prennent très vite le téléphone. Alors, si vous ne souhaitez pas être dérangé, forcément, vous pouvez nous le dire, mais les parents sont en général très contents quand on les avertit dès qu'on a l'impression que quelque chose ne se passe pas bien. Et on s'est rendu compte, en tout cas encore plus cette année-ci que les autres années, qu'en anticipant tous ces petits problèmes, finalement, ils n'apparaissent pas. Et donc, je pense qu'au niveau de la gestion de discipline, etc., on a beaucoup moins de problèmes disciplinaires ici cette année-ci. C'est bien parce que c'est grâce à tout le monde. Les professeurs sont vigilants, les éducateurs sont vigilants. Et petite parenthèse, on a aussi de super élèves parce que quand on voit ce qu'ils traversent actuellement avec toutes ces mesures sanitaires, c'est pas évident de garder le masque, de donner cours avec des fenêtres ouvertes, etc. Et même si au début, il y a 2 ans, on a dû être un peu plus derrière eux et d'être sans doute un petit peu les embêtants, aujourd'hui, on voit qu'ils suivent vraiment super bien ces règles-là, et donc chapeau à eux en tout cas. Alors revenons à l'immersion. Oui. Donc pour les 48 classes en immersion, si mon enfant était en primaire en immersion néerlandaise, était prioritaire.
Alors, il n'a pas de priorité à proprement parler. Par contre, quand vous regardez les 7 indices, les 7 coefficients qui composent l'indice composite, eh bien, le fait d'avoir été en immersion à partir au moins de sa 3e primaire dans l'enseignement fondamental et de choisir l'immersion en secondaire, eh bien, ce coefficient est plus élevé pour votre enfant s'il était en immersion. Et donc, forcément, ça va le placer plus haut dans le classement qu'un élève qui n'aurait pas été en immersion en primaire. Forcément, ces coefficients, on peut avoir un coefficient plus haut pour un des critères, un coefficient plus bas pour un autre, mais effectivement, il y a une certaine priorité qui est donnée par la Syrie aux élèves qui auraient fait l'immersion en primaire, mais de nouveau, au niveau de l'école, par contre, nous, on n'a pas la main par rapport à ça et on ne donnera pas de priorité à des enfants parce qu'on va nous dire, mais il était en immersion en primaire. On doit vraiment suivre le classement qui est établi par la Syrie. Une fois de plus, on n'a pas la main. Non. Toujours par rapport aux priorités, on y avait déjà répondu, je pense, tout à l'heure, si j'ai un enfant à l'IPES. Alors, forcément, le fait d'avoir un frère ou une sœur à l'école, vous donne une priorité. Et donc, quand on regarde les différents indices composites, quand on fait le classement pour l'ensemble des élèves, eh bien, indépendamment de ce classement, viennent se retrouver en tête de liste les élèves qui ont un frère ou une sœur ici à l'école, mais également peut-être des enfants du personnel de l'école, parce qu'au niveau organisation, ben, il est clair que quelqu'un qui fait les déplacements, etc. à l'école et qui a fait le choix de se dire l'IPES de Tunis correspondrait bien au profil de mon enfant, eh bien, il a une certaine priorité qui lui est donnée de nouveau par la Syrie, pas par nous. C'est comme ça dans tous les établissements scolaires, que ce soit un enseignant, un membre du personnel administratif ou ouvrier. À partir du moment où il a un contrat de travail dans l'école, eh bien, son enfant a une priorité. Alors, autre question. Si au premier tour, donc j'ai fait le choix de venir à l'IPES de Tunis, premier tour, c'est mon deuxième choix privilégié, puis-je refuser ce deuxième choix et dire non, je préfère attendre une place à l'école de mon choix. Oui, alors, quoi qu'il arrive, vous avez la main. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui faire le choix de l'IPES de Tunis, être classé en ordre utile pour venir à l'IPES de Tunis, et d'ici le 30 juin, pour des tas de raisons qui vous appartiennent, changer d'avis. Donc on pourrait tout à fait se dire, eh bien finalement, je me retire des listes de l'IPES de Tunis et je demande à m'inscrire dans une autre école. Attention que toutes les listes auront été validées par la Syrie. Et donc les parents qui décident de faire ce changement viennent se mettre à l'arrière de la liste. Vous avez par exemple aussi, dans le cas des inscriptions, on a parlé de la période d'inscription du 14 février au 11 mars. Ensuite, on arrête ces inscriptions et elles vont reprendre courant d'avril. Alors là, je suis désolé, je n'ai pas mon pense-bête sous les yeux, mais je le remettrai sur le site. Courant du mois d'avril, en fait, on reprend à nouveau les inscriptions pour les gens, justement, qui n'auraient peut-être pas eu le choix qu'ils le souhaitaient ou autre. Et donc, ils peuvent venir à l'école et inscrire leur enfant. Alors, soit on n'est pas complet et ils viennent l'inscrire et il y a une place. C'est une place assez chronologique. Alors, voilà, soit on est complet et il vient l'inscrire et il se retrouve à la place suivante sur la liste. Et autant j'ai répété qu'entre le 14 février et le 11 mars, il n'y avait pas de chronologie. Quand on va reprendre la deuxième phase d'inscription, là, ce sera, j'ai envie de dire, première arrivée, premier servi pour cette deuxième partie. Et de nouveau, ça ne sera vraiment intéressant que si on n'est pas complet, puisque là, effectivement, il restera quelques places à attribuer. Une question, je pense. Okay. J'espère qu'on vous aide un maximum pour votre choix. Comme je l'ai dit, c'est un choix qui peut sembler difficile. Moi, j'ai déjà dû le faire 2 fois pour mes enfants. Monsieur Petit, pas encore. Et donc, c'est stressant. Je ne vais pas vous mentir. Quand les parents parfois se posent la question aujourd'hui, moi j'ai fait mon choix et je n'ai pas cette certitude de pouvoir aller là où je veux. Il y a un certain stress qui s'installe, mais je pense que dans toutes les écoles, que ce soit ici ou ailleurs, il y a des enseignants passionnés, il y a des administratifs et des encadrants qui font ce métier parce qu'ils ont envie, parce que ça a du sens pour eux, et que les 2 ans qu'on vient de vivre maintenant, même si ça a été très difficile, et de nouveau, petite parenthèse, chapeau à tous les enseignants qui ont dû se réinventer un peu tout le temps, recréer des cours via Teams. Je parlais tout à l'heure de la province qui a mis à disposition cet outil informatique. Heureusement, honnêtement, je ne sais pas trop comment on aurait fait quand les élèves passaient une semaine à l'école, une semaine à la maison, ni même ici quand on a dû reprendre les 2 semaines, un jour à l'école et un jour à la maison.
Ça a demandé une flexibilité à nos enseignants qui était extraordinaire. Pour certains, le bond du numérique s'est fait finalement comme le petit bébé de l'album de Nirvana. On l'a jeté dans la piscine et puis ils ont été obligés de savoir nager. Eh bien, nos professeurs ont fait un petit peu pareil et les élèves aussi. Donc, voilà. Chapeau à tout le monde. Mais n'ayez pas d'inquiétude. Je pense que ce qui est important, c'est que votre enfant soit bien. Moi, quand je suis arrivé dans l'école secondaire que j'ai côtoyée, j'y suis arrivé tout seul. Aucun élève de primaire qui avait fait ce choix-là. C'est mes parents qui avaient fait le choix de l'école. Et au bout du premier jour, je me suis assis à côté d'un garçon qui est toujours aujourd'hui mon meilleur ami. Ça ne m'a pas empêché de m'épanouir dans l'école. D'autres vont avoir besoin peut-être de nous connaître ou d'une autre personne. Vraiment, chaque enfant est unique. Et on essaie de préserver cette unicité et d'essayer de travailler au mieux avec eux. Même si on a pu remarquer également que lorsqu'ils n'étaient pas nécessairement avec leurs amis en première année, oui. Au bout d'une semaine, on s'était fait les amis et finalement ça allait très bien. C'est aussi une remarque qui a été faite avec des parents qui sont stressés à la rentrée et puis qui sont assurés de tout ça. Alors, mais on prend une question finalement. Faut-il faire absolument un choix d'option d'activité complémentaire, on a dit ici dont on parle, le 14 du 2? Alors, en fait, ma réponse, elle va être simple. À part l'immersion, il n'y a pas de choix. Donc, vous allez choisir la langue moderne. Ça, on vous demande vraiment de la choisir. Est-ce que votre enfant va suivre de l'anglais ou du néerlandais? Alors, on vous demande de faire un choix parce que tout simplement, nous, on va travailler sur la constitution des groupes classes dans la deuxième partie de l'année. On ne va pas attendre le 29 août pour créer nos classes. Ça nous permettra aussi, avant la rentrée, de communiquer aux enfants la constitution des classes pour ne pas avoir de stress le 29. Zut, est-ce que je suis avec Pierre, avec Paul, avec Ahmed, je n'en sais rien. Mais on essaie de leur donner cette information-là. Et il est clair que si nous, on ne l'a pas, on ne sait pas travailler. Donc, on va vous demander de faire un choix. Mais ce choix, jusqu'à la validation de votre inscription quand votre enfant aura son CED, et j'ai fait un petit lapsus tout à l'heure dans la présentation, j'ai même parlé de CE1B, j'ai mixé les deux. On est bien ici dans le cadre du CEB. Eh bien, dès que vous aurez reçu le CEB fin juin, vous allez venir le déposer à l'école et là, vous allez confirmer votre inscription. Et à ce moment-là, vous allez valider le choix que vous avez fait et vous n'allez pas pouvoir changer. Mais nous, c'est clair qu'on aura déjà travaillé sur la constitution des groupes classes et en toute honnêteté, ça ne nous arrange pas quand il y a beaucoup de changements parce que ça demande de retravailler, etc. Je ne vais pas vous dire que c'est impossible, je n'ai pas le droit de vous dire que vous ne pouvez pas changer, mais au 30 juin, vous allez de toute façon devoir le comprendre. Et les grilles de cours sont disponibles sur le site? Oui, les grilles de cours sont disponibles sur le site. De la même manière, dans la présentation, on a détaillé combien d'heures, dans quel cours, etc. À partir de la troisième année, il y aura différents choix qui vont s'opérer. Donc c'est clair que vous avez déjà l'occasion d'aller voir ce que l'école organise, puisque les grilles, alors ce sont encore les grilles de cette année, mais finalement il n'y a pas de changement, je vais dire, ou très peu de changement d'une année à l'autre. Et donc vous avez déjà en fonction du projet, alors parfois il y a des enfants qui à 18 ans ne savent pas encore ce qu'ils font l'année suivante, mais il y en a d'autres qui très jeunes ont déjà une idée très claire de ce qu'ils veulent faire. Et donc bien vérifier aussi que ce projet est proposé chez nous à l'école. Donc la grille première sera disponible aussi avec les différentes activités complémentaires. Mais donc le choix, c'est vraiment le choix de la langue moderne. Donc prendre de l'anglais ou prendre du néerlandais. Et dans le cas du néerlandais, est-ce qu'on choisit d'avoir ce néerlandais en immersion ou est-ce qu'on choisit une filière plus classique où les seules heures de néerlandais sont les 4 heures de néerlandais qui sont prévues dans la grille? Alors apparemment, nous avons ici Dominique et Rudy qui nous assistent, qu'on ne voit pas parce qu'ils sont derrière, ils ne sont pas dans le champ de la caméra. Ils nous transfèrent vos différentes questions et ils nous font signe qu'il n'y a plus de questions pour le moment. Donc n'hésitez de toute façon pas. De mon côté, il y a une adresse mail que vous pouvez trouver sur le site, mais qui est valérie.jouret@enseignementbe.be. Vous avez l'email de l'école qui est ipst@enseignementbe.be. Pareil pour M. Petit. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans l'école, l'adresse mail, c'est le prénom.lenom @enseignementbw.be. Et donc, si vous avez une question qui vous reste et vous ne trouvez pas les réponses dans les différentes vidéos ou autres, eh bien, vous devez la poser. Vous la posez aussi à nos administratifs quand vous prenez votre rendez-vous. Eux sont formés pour pouvoir vous répondre. Et nous, avec Hugues, on est toujours dispo aussi. Nos bureaux ne sont pas loin. Donc, si en direct, ils n'ont pas la réponse, ils viennent nous voir et puis on regarde si on peut vous aider. Bon.
Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Finalement, on a fait ça dans 1 heure. Je suis content parce que parfois, on a allongé un petit peu. On a eu un bon temps au niveau des questions-réponses. Donc ça, c'est très chouette aussi. Ça veut dire que vous êtes intéressé, vous voulez faire le meilleur choix possible. Je suis sûr que vous ferez le meilleur choix possible. J'espère qu'on se croise à partir du mois de septembre dans le cadre de la scolarité de votre enfant. Et si ça n'est pas le cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et je lui souhaite aussi le meilleur dans le cadre de sa scolarité. Bonsoir à tous. Bonne soirée.